Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Inews Workwell. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette table ronde consacrée à l'analyse des résultats du dernier baromètre que l'Institut Actineo a fait paraître. Alors Actineo, vous le savez sans doute, c'est un observatoire, c'est l'observatoire de la qualité de vie au bureau, qui fait paraître depuis maintenant une quinzaine d'années des enquêtes régulièrement pour comprendre les salariés, comment est-ce que les salariés travaillent au bureau, quelles sont leurs attentes. Alors, pour commenter ces résultats et dessiner le new normal des Français au bureau en 2023, je suis très heureux d'accueillir à mes côtés Kevin Bouchareb. Kevin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Kevin, tu es directeur stratégie et transformation RH et futur du travail. Tout à fait, c'est bien ça. Chez Ubisoft. Est-ce que tu peux nous présenter d'ailleurs le périmètre de ton poste en quelques mots, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors c'est un poste un peu singulier, vous l'aurez compris, et qui fait partie de ces nouveaux mots qui sortent un petit peu partout, le Future of Work. Future of Work. Exactement. Et en fait, c'est une réponse directe aux problématiques d'attraction et de rétention qui sont celles qui sont bien connues désormais dans le secteur de la tech et qui ont ensuite envahi plus largement les autres industries, et qui était de se dire que finalement, il y avait un décalage entre les pratiques managériales, culturelles, organisationnelles des entreprises et la réalité des aspirations des salariés. Et donc, pour essayer de faire le pont entre les deux, eh bien, ce nouveau poste de directeur du Future of Work a été créé. Et conjointement à ça, m'a été donnée la responsabilité de la stratégie RH, puisqu'on s'est rendu compte que c'était bien de comprendre les aspirations, c'était encore mieux de les incarner du point de vue RH, dans nos process, dans nos outils, dans la façon qu'on a d'agir au quotidien. Et donc, c'est précisément ce que j'essaie de faire, répondre à ces aspirations et puis transformer de l'intérieur nos modes de management. Parfait, merci beaucoup. J'accueille aussi Odile Duchesne. Bonjour Odile. Bonjour Lionel. Voilà, bienvenue. Merci. Directrice générale d'Actineo. Un mot rapide, Odile, peut-être sur le baromètre qui vient de sortir. Avec qui est-ce que vous l'avez réalisé? Et puis aussi un mot sur l'échantillon. Voilà, alors le baromètre, ça fait 18 ans, pas 15. Ça fait 18 ans déjà, mon Dieu. Et voilà. J'essaie de réduire un peu. Donc il est effectivement publié tous les 2 ans. Et cette année, on a changé d'opérateur, on a fait appel à un institut d'études qui s'appelle l'Obsoco. Oui. Alors, la méthodologie est toujours la même, ça on y tient. D'ailleurs, vous le savez, on est accompagné depuis l'origine par un chercheur au CNRS, Alain Diribarne, et on a toujours veillé à avoir un baromètre qui soit robuste scientifiquement. Oui. Donc c'est un baromètre représentatif de la population des actifs travaillant en France, de toute la France. 1200 actifs. Voilà, et selon la méthode des quotas. Donc effectivement, alors par exemple, on interroge aussi bien des actifs de la région parisienne que des autres régions. Et j'insiste là-dessus parce que le poids de l'Île-de-France n'est que de 21% dans cette enquête. Donc il faut le savoir, parce que effectivement, parfois, on peut voir des résultats, on se dit, mais non, c'est pas ce qui se passe en région parisienne. Oui, sauf que l'enquête est représentative de la France entière. Et de la même manière, elle est très représentative en termes de statut, de CSP, grandes et petites entreprises, situation professionnelle, public, privé, le statut de son contrat. Voilà, tout à fait. On voit, et on tient à cette représentativité. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de ce baromètre, c'est qu'il est sérieux. Tout à fait. Et d'ailleurs, Kevin m'a dit ça quand je l'ai contacté. Il m'a dit « Ok, je viens parce que c'est le baromètre de l'Observatoire. » Absolument, absolument. Et je tiens à le souligner de manière absolument claire. Ouais. On voit énormément d'études, de sondages, vraiment fallacieux, produits avec une méthodologie qui est absolument pas sérieuse et qui cherche à confirmer des souhaits autoréalisateurs de leurs commanditaires. Donc on a, et c'est marrant parce que ça représente les extrêmes en général du spectre qu'on peut trouver dans ce domaine-là. On va avoir les aficionados du bureau, les nostalgiques du monde d'avant, qui vont nous expliquer dans une étude que, regardez, les salariés français ne veulent pas du télétravail, ils trouvent que ça crée de l'isolation, des risques psychosociaux, c'est le drame total, ils sont très contents de revenir au bureau. C'est absolument faux. Et ils s'appuient pour ça, sur 100 personnes qui sont d'accord avec eux, pour leur faire dire ce qu'ils pensent. Bon, c'est n'importe quoi. Mais la même chose existe aussi de l'autre côté, avec des gens qui nous disent, regardez, c'est la révolution, c'est incroyable, les Français ne veulent plus, veulent plus mettre un pied au bureau. C'est aussi tout à fait faux et manipulatoire. C'est pour ça que c'est vraiment plaisant, et c'est pour ça que j'ai accepté de venir sur votre plateau aujourd'hui, parce que cette étude, elle est sérieuse, elle montre la réalité de ce que moi j'observe en tant que praticien RH et dans plusieurs organisations, et elle montre aussi les contradictions, on y reviendra sûrement, entre des aspirations à plus de sociabilité, plus de bureaux, et puis également plus d'autonomie. C'est vrai. Voilà.
Voilà, Odile est tout sourire. Et enfin, j'accueille Valérie Ducruet. Bonjour Valérie. Bonjour Lionel. Voilà, bienvenue, directrice générale de Béné. Alors quelques mots sur Béné, s'il te plaît. Alors Béné est déjà membre d'Actineo Oui. et de l'ameublement français, et j'ai la chance de diriger la filiale française de Béné. Béné étant un acteur majeur dans le monde du mobilier, avec des solutions qui ont été toujours très pionnières sur les nouveaux espaces de travail, etc. Et on est capable d'équiper un bâtiment, enfin d'installer un projet complet avec des cloisons, des espaces de collaboration, des bureaux, des rangements, des sièges et voilà, des accessoires. Fabricant de mobilier européen d'origine autrichienne, comme son nom ne l'indique pas. Autrichien depuis 1790, donc ce n'est pas une start-up. Hein. Non, c'est pas une start-up. Très intéressant. Mais des produits avant-gardistes quand même, c'est vrai. Alors merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Évidemment, je vais commencer en me tournant vers Odile. Odile, est-ce que tu peux nous présenter comment a été structuré ce baromètre? Quels sont les grands chapitres que vous avez abordés dans cette enquête? Alors, je vais plutôt te parler des grands enseignements qu'on retire de cette enquête. Parce qu'en fait, on chamboule complètement. On a des questions dans cette enquête, on en a une quarantaine, et après on restructure par rapport à ce qui ressort. Alors, il y a 4 grands enseignements. Le premier, c'est que la satisfaction au travail a terriblement reculé en 4 ans, puisque je prends comme enquête de référence, non pas celle d'il y a 2 ans, puisque c'était une enquête internationale, donc je ne peux pas comparer, mais je prends l'enquête France de 2019. Donc en 4 ans, on a perdu effectivement 10 points quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes satisfait? Ça, c'est le premier grand enseignement. Le deuxième enseignement, c'est le bureau n'est pas mort. Comme disait Kevin, effectivement, on continue à aller au bureau et les gens ont envie de venir au bureau. Mais en même temps, il y a effectivement un désir de liberté. Moi, je ne parle même pas de flexibilité. Je le dis haut et fort, c'est de la liberté. Les gens veulent absolument s'organiser comme ils veulent. Il y a quelques années, ils s'organisaient en termes de lieux. Maintenant, c'est vraiment sur le temps. Ils veulent effectivement mieux maîtriser leur temps, surtout au niveau de la semaine. Donc ça, c'est ce qui ressort très fortement. Donc, effectivement, le télétravail, on ne reviendra pas dessus. Effectivement, on va continuer à télétravailler. Et puis, le dernier enseignement, je mélange un peu 2 sujets, c'est celui du bien-être. Les conditions de travail, le bien-être ressort très fortement comme une aspiration. Nos salariés deviennent très exigeants, et tant mieux. C'est-à-dire, à force de leur répéter que c'était important l'aménagement des espaces, ils en veulent un peu plus. Donc ils revendiquent beaucoup que les entreprises en fassent encore plus en termes d'ergonomie, de confort. Et je relie à ce sujet de confort. Finalement, l'aménagement, c'est un levier pour la marque employeur. Voilà, c'est ça les grands enseignements. Les grands enseignements. Alors justement, avant d'entrer dans les différents chapitres, dans les différents enseignements plus en détail, un constat, le travail hybride, c'est largement installé. 46% des Français qui travaillent au bureau nous disent qu'ils ne travaillent pas seulement au bureau, et en moyenne 2 jours par semaine. Même si on voit qu'il y a encore plus d'1 Français sur 2 qui travaille au bureau et qui le fait à temps plein, 54% quand même encore, il faut quand même garder ça en tête. Voilà, on va d'ailleurs le voir à l'écran. Et on voit aussi dans votre baromètre que le flex office grignote du terrain année après année, ce fameux flex office. Et aujourd'hui, on est à, on le voit, 21%. Donc là, vous avez comparé par rapport aux enquêtes précédentes. 2019, on était à 14%. 2017, on était à 6%. Donc là, une vraie augmentation. Et on voit que d'ailleurs, ce flex office, il se fait majoritairement selon des territoires d'équipe. C'est une nouvelle question qu'on a voulu poser parce qu'on a bien vu ces dernières années que les salariés avaient un rejet pour le flex office comme ils l'avaient eu il y a des décennies pour l'open space. Et on a voulu préciser en disant, bon, ok, vous n'avez pas de bureau attitré, mais est-ce que quand vous venez, vous pouvez quand même vous installer au milieu de votre équipe? Et ça, c'est quand même rassurant. Ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas obligé de se lever très tôt le matin pour trouver désespérément une place. Et on n'est plus dans ce modèle du flex office où tout le monde était mélangé, où il y a même plus de territoire d'équipe. On était obligé de... On était un peu décrié. Tout à fait, on était à plusieurs... On est à 60%, on le voit plutôt dans des territoires d'équipe. Kevin, est-ce qu'il y a des surprises pour toi dans ces premiers résultats et quelles pratiques
pratique est-ce que vous avez, vous, chez Ubisoft, et du travail hybride et du flex office? Je dirais pas qu'il y a des surprises, parce qu'au contraire, je trouve que ça révèle très bien le réel. Et je dirais qu'il y a un chiffre qui doit nous faire réagir, que nous interroger, c'est celui de 56% des Français qui peuvent télétravailler et qui télétravaillent. Ça veut dire qu'en creux, il y en a 44 qui pourraient le faire et qui ne le font pas. Oui. Et on observe quand même largement ça dans certaines PME paternalistes qui considèrent que tout travail effectué en dehors du bureau n'est pas travail. Voilà. Donc ça, c'est inquiétant. Au niveau des rapports de pouvoir et des rapports de discussion, des rapports de subordination qui existent au travail. Mais je voudrais sonner l'alerte auprès de ces leaders ou managers qui refuseraient catégoriquement ne serait-ce qu'un jour de télétravail. Pourquoi ? D'une part parce que sur le plan législatif, les choses vont bouger. Je rappelle quand même que les Pays-Bas ont fait voter une loi de droit au télétravail. Et donc, ça va probablement arriver, peut-être plus tard en France, mais ça va devenir un droit. Donc, premièrement, il faut s'y préparer. Et deuxièmement, quand on regarde les statistiques d'engagement, et les difficultés d'attraction et de rétention qu'on a aujourd'hui, sur tous les marchés, est-ce que c'est vraiment utile de garder des salariés désengagés et de rajouter à ce désengagement en les privant de quelque chose qui peut les aider à aller mieux? Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais revenir, qui me paraît très important. C'est finalement assez peu, 56%. Maintenant, sur la deuxième question que vous me posez, sur l'hybride à Ubisoft, non, nous n'avons pas fait, comme 60% des entreprises françaises, cette aberration politique qui consiste à mettre en place 2 jours de télétravail par semaine, mais pas le lundi ni le vendredi, il ne faut quand même pas prendre un week-end de 3 jours, et pas le mercredi parce qu'il ne faudrait pas garder les enfants. C'est l'inverse absolu de l'aspiration qu'il y avait derrière le télétravail, qui est une aspiration à la confiance et justement à la flexibilité. Ça, c'est pas flexible. C'est une rigidité organisationnelle de plus. Donc c'est délirant du point de vue de du fondement politique qu'il y a derrière, du message que ça envoie aux équipes. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis des attentes des salariés. On a vu que justement les salariés, eux, ils veulent pouvoir s'organiser librement. Voilà. Donc ça, je voulais quand même le dire très clairement. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a commencé par un pourcentage. Il fallait commencer par un chiffre, c'était le bon moyen de rassurer les gens. Je vous rappelle, en 2021, état de sidération, on ne sait pas comment faire. Donnons un chiffre. Pas un nombre de jours, mais un pourcentage de temps dans le mois qui permettait d'offrir une flexibilité dans la semaine en disant, disons c'est 60% de temps maximum. Cette semaine-là, ce sera 4 jours. La semaine d'après, ce sera 1. Ça permettait déjà d'introduire une notion de flexibilité. Mais sincèrement, je n'étais pas très fan du sujet parce que ça astreint à une contrainte temporelle qui finalement fait qu'on peut aller au bureau juste pour le principe. Et ça, c'est ce que je voudrais éviter. Donc pour contrer ça... C'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est que pour toi, le télétravail, il faut qu'il soit utile, c'est ça ? Absolument. Il faut que ça corresponde à une utilité pour l'entreprise comme pour le télétravail. Donc il ait du sens, tout simplement. Par rapport à l'organisation du travail et au travail qu'il y a à réaliser. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai lancé le modèle basé sur les activités, qu'en anglais on appelle activity-based, et qui cherche à recenser toutes les activités qui souffrent de la distance. Par exemple, un atelier d'alignement sur une vision créative, un atelier d'alignement sur une roadmap à 7 ans, l'accueil des nouveaux arrivants, évidemment que ça souffre de la distance. La formation 100% en ligne, ça marche pas non plus. Bref, tout un tas d'activités dont il est évident qu'elles souffrent de la distance. Et on dit, ça, il faut être 100% au bureau. Sur le reste, à vous de décider. Si vous êtes plus efficace à la maison, très bien. Si vous êtes plus efficace au bureau, vous aurez un bureau accueillant pour vous permettre de le faire. Et ça me semble être une bonne réponse à cet enjeu de la flexibilité. Compris. Très bien, très intéressant. Alors, premier constat, le bureau est largement considéré comme un lieu de socialisation. On va le voir, c'était finalement votre premier chapitre, le bureau, lieu de socialisation, venir au bureau pour le partage et la convivialité. Vous avez posé la question, et vous avez 70% des salariés, vous avez interrogé, qui vous répondent, oui, aujourd'hui, les moments de convivialité, de partage, de créativité sont les plus importants quand je viens au bureau. Et d'ailleurs, c'est confirmé juste après, puisque vous avez aussi demandé, selon vous aujourd'hui, au bureau, quels devraient être les espaces indispensables. Et là, réponse, Odile. Il n'y a que des lieux de convivialité, de commensalité, comme on dit aussi, c'est-à-dire de vouloir
manger avec, avoir un compagnon de table, hein, puisque vous le voyez, dans le top 5, il y a la cuisine, il y a le restaurant, il y a le coin café. Et alors, le jardin, la terrasse. Ce qui est nouveau, voilà, c'est le jardin. Ça, c'est une donnée qu'on n'avait pas dans les précédentes enquêtes, mais on a bien vu que c'est quelque chose qui monte beaucoup. La outdoor, c'est quand même incroyable. Ça arrive en 2e position. Donc, clairement, il faut que les entreprises prévoient de l'extérieur. Voilà. Avec la cuisine, je remarque la cuisine en libre accès. Kevin, est-ce qu'il y a une cuisine en libre accès chez Ubisoft? Il y en a plusieurs. Ah, bon, voilà. Ouais, donc, il y a quelque chose de surprenant pour toi là, dans ces résultats. On voit, même si on continue, après, on voit la cafétéria, le restaurant d'entreprise. Et seulement, j'allais dire seulement après, Valérie, on voit arriver les bulles et les espaces de confidentialité, les salles de réunion. Est-ce que c'est surprenant, Kevin, selon toi, que ce soit ces espaces-là qui arrivent d'abord voilà, comme les espaces les plus indispensables aujourd'hui au bureau, quoi. Je ne mesurais pas ça à ce point, pour être très honnête. C'est moins le fait que ça arrive dans le classement que l'intensité. Ça me surprend un petit peu, très sincèrement. Cela dit, c'est aussi très connecté au réel. Je vois qu'aujourd'hui, quand on vient au bureau, il y a de moins en moins de gens qui sont derrière leur écran individuel à faire du focus work, du travail individuel. Ça se fait de moins en moins parce qu'objectivement, on a de meilleures conditions pour faire ça à la maison. Or, c'est vrai que venir au bureau, finalement, c'est une transaction. Parce qu'on met dans la balance un temps de transport, de la pénibilité de transport, et potentiellement un espace bruyant dans lequel on va se faire déconcentrer. Donc ça, c'est le moins, il faut qu'il y ait un plus à côté. Et le plus, en effet, c'est la sociabilité, c'est les moments compliqués, les moments complexes, les moments qui comptent, les moments résolument humains, gérer un conflit, récompenser quelqu'un qui a bien fait son travail, etc. Oui, ça se fait dans des espaces comme cela, en effet. Oui, la cohésion d'équipe, hein. Tout à fait, tout à fait. Team management. Valérie, est-ce que, à ton niveau, vous le ressentez, vous, dans le mobilier, par exemple, les demandes qu'on peut vous adresser, voilà, est-ce qu'on vous demande du mobilier spécifique pour ces espaces de convivialité? Comment est-ce que vous y répondez? Alors, on nous le demande. C'est vrai que les fabricants ont pris déjà depuis quelques années le virage du collaboratif, en proposant des collections qui s'intègrent parfaitement, en fait, de pouvoir avoir du partage, de la communication et pouvoir s'isoler, se retirer. Après, aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, on trouve du mobilier outdoor, mais où on puisse travailler. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la chaise en métal, mais on doit pouvoir aussi se connecter et travailler correctement à l'extérieur. Les cuisines deviennent des lieux d'échange, mais aussi de travail. C'est-à-dire qu'on peut faire une réunion dans la cuisine. Donc, on a de plus en plus des demandes de mobilier vraiment multi-usage, multifonctionnel. C'est-à-dire que l'ancien espace, on va dire restauration, c'est plus un espace restauration, c'est un espace où on va prendre le café le matin, faire des réunions, recevoir peut-être des clients ou des fournisseurs, et toute la journée ils sont en usage. Donc la demande, on la ressent fortement, et nos collections, évidemment, elles sont calées là-dessus. Les lancements produits, il suffit de faire un salon, les lancements produits aujourd'hui, c'est rarement sur des postes de travail ou des rangements. C'est sur des choses un peu plus créatives aussi, hein, mais c'est vraiment aller trouver des concepts de mobilier pour adapter aux échanges informels. Kevin, vous avez restructuré vos espaces, vous les avez réaménagés, reconfigurés, je ne sais pas, justement en intégrant... vous avez des espaces extérieurs, tiens, peut-être? Oui, on a une belle terrasse, d'ailleurs, notre siège social de Saint-Mandé. Alors, il faut comprendre qu'Ubisoft, c'est une très grosse entreprise, on a plusieurs studios de production, et chaque leader de studio a la main sur son workplace. Donc, il y a des studios qui sont très avancés, et il y en a qui viennent tout juste d'être livrés, d'être transformés, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins... sur des leases qui étaient déjà enclenchées. Donc voilà, il y a une variété aujourd'hui de situations dans le groupe qui fait que je ne peux pas vous répondre de manière unilatérale. Mais oui, en tout cas, on a des gens spécialistes du workplace aujourd'hui qui ont des réflexions à court et à long terme pour savoir comment, tout de suite, on peut agir, notamment sur cette logique d'activité, puisque si je dis télétravail par activité, ça veut dire que si je dis obligation de venir au bureau pour faire un workshop de créa, par exemple, il nous faut une salle de créa. Et donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on met en place. On voit qu'il y a une réduction aussi de la surface dédiée aux postes de travail individuels pour avoir des espaces plus ouverts, de coworking, ouverts sur le monde aussi. C'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, sur comment on peut intégrer bien davantage l'écosystème général extérieur à l'entreprise.
en faisant rentrer des élus, en faisant rentrer des étudiants, des clients dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi avoir une traduction mobilière, parce qu'on ne gère pas ça de la même façon. Ouais, absolument. Alors, cela dit, les salariés ont très mal classé les espaces de créativité. Ils sont même encore plus bas que ça. Ah oui. Je crois qu'ils sont que 7%. Mais bon, ça veut dire tout simplement qu'ils ne voient pas très bien à quoi ça ressemble et qu'ils se disent on peut faire de la créativité dans n'importe quel type d'espace. On n'a pas forcément besoin de ça. Sauf seul. Oui, c'est plus difficile. Voilà. Mais effectivement, tu ne l'as même pas là sur le slide, il est encore plus bas. Oui. Alors un autre résultat que j'ai trouvé surprenant et qu'on va voir, parce que si la satisfaction de pouvoir travailler et échanger avec d'autres personnes est la plus forte au bureau, c'est quand même le domicile qui arrive deuxième devant les tiers-lieux. Et alors pour moi, s'il y avait bien un endroit qui était l'endroit où on se mélange, où on socialise, où on a des échanges avec les autres, c'était bien le tiers-lieu. Et là, quand vous avez interrogé les salariés de bureau en France, eh bien, ils vous disent que c'est évidemment au bureau que j'ai la possibilité d'échanger et de travailler avec d'autres personnes. Et au deuxième plan, c'est le domicile. Alors, c'est quand même surprenant. C'est le domicile, pas l'endroit où on échange a priori avec d'autres personnes, si ? Eh bien, merci le Covid, finalement. Il y a eu une telle révolution digitale pendant le Covid, donc tout le monde a été obligé effectivement de travailler à distance, enfin, et finalement les habitudes ont été prises, et d'ailleurs ça ne manquait pas de convivialité. Beaucoup de gens disaient ouais, les visioconférences, mais non, ça pouvait être très chaleureux. Je pense que les gens ont pris maintenant cette habitude bon, il y a aussi des réseaux sociaux internes aux entreprises, enfin, ils communiquent énormément via leurs écrans. Ça leur permet manifestement d'établir des relations avec les gens, leur équipe. Donc, non, moi je pense que c'est une évolution que l'on doit aux différents confinements. Et le tiers-lieu, ça ne m'étonne pas, parce que je vais vous dire, alors, il faudra peut-être d'ailleurs que dans la prochaine édition, on redéfinisse ce qu'est un tiers-lieu. Oui. Parce que soit c'est l'espace de coworking dans lequel je vais one shot. Et effectivement, quand vous allez comme ça pour quelques heures dans un espace de coworking, c'est pas là que vous allez nouer des relations. Absolument. Ouais. Donc je pense que c'est peut-être lié à la définition du tiers-lieu. Et de la même manière, quand vous êtes dans un hôtel, enfin vous allez travailler, enfin à condition de ne pas être dans le cadre d'une équipe, mais si vous travaillez seul dans un hôtel, c'est pas là non plus que vous allez échanger, parce que vous êtes là momentanément, de façon ponctuelle. Donc, vous ne pouvez pas établir des relations à long terme. Donc, ça ne m'étonne pas. Non, moi, je trouve ça assez cohérent, enfin, de mon point de vue. Tout à fait d'accord. Ouais. Tout à fait d'accord. Je voudrais alimenter ce qui vient d'être dit d'ailleurs à propos du domicile comme étant un lieu d'échange, notamment grâce aux plateformes virtuelles. Il y a des gens qui préfèrent très largement échanger depuis chez eux, via une plateforme intermédiaire, qu'en vrai. Je pense notamment aux hyposociaux, aux personnes en situation de neurodiversité, parfois des personnes dans le spectre de l'autisme, par exemple, qui sont des personnes particulièrement, en général, intéressées par des échanges distanciels, qui vont mêler de la visio, du texte, beaucoup, et ça on le voit aussi par l'émergence de plateformes de messagerie, de texte, qui font partie prenante maintenant de l'environnement de travail élargi. Et donc ça explique pourquoi on a quand même plus de 70% des gens qui disent « bah non, moi ça me va très bien d'échanger avec mes collègues là-dessus ». Et je rejoins ce qui a été dit sur les tiers-lieux, en effet. Il y a une forme de scepticisme assez français aussi sur l'implantation des tiers-lieux. Quand on compare par exemple avec la Grande-Bretagne ou avec les États-Unis, où c'est une pratique qui est beaucoup plus installée, ça va moins choquer de se dire on peut aller se faire des amis de travail, des nouvelles connaissances de travail dans un tiers-lieu, notamment dans un coworking. En France, l'usage est plutôt celui qui a été décrit par Odile, c'est-à-dire soit un usage passager, soit un usage communautaire déjà établi, c'est-à-dire des communautés qui existent déjà et dans lesquelles je suis déjà inscrit. Donc forcément, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Alors l'étude montre aussi que le bureau est jugé plus adéquat pour créer le collectif et se former, ainsi que pour dissocier vie privée et vie professionnelle. On le voit dans l'enquête. Kevin, est-ce que vous travaillez, vous, sur ces aspects, c'est-à-dire plus de formation sur site, sensibilisation à la séparation des vies privées et vie professionnelle? Ça, ce sont des sujets aussi que vous abordez? Très clairement, c'est une grosse demande de nos équipes. Et je pense y répondre en grande partie avec mon modèle, encore une fois, fondé sur les activités. Parce qu'en mettant la rationalité au centre de la décision, c'est-à-dire de se poser la question de ce qui est le mieux pour l'équipe et où la distance nous fait souffrir de quelque chose. Évidemment, on se retrouve au bureau pour des moments où on crée le collectif. Soit pour faire connaissance, c'est le cas de l'onboarding, soit pour fédérer, c'est le cas des team building, soit pour se friter. Et c'est le cas des moments dans lesquels on doit se confronter, des visions parfois qui sont
très opposés, notamment sur des sujets créatifs, des sujets d'alignement en général, le bureau reste le meilleur endroit pour le faire parce qu'on n'a pas la même qualité de relation, notamment dans le fait de saisir tout l'informel, tout le non-verbal. Dans un écran de visio, c'est assez évident. Donc le travail sur le modèle par activité permet de répondre en grande partie à ce sujet-là. Et puis à côté, je suis un peu plus sceptique, mais c'est vraiment mon point de vue personnel, sur toutes les questions de droit à la déconnexion, etc. Je crois qu'on cherche à rétablir une digue et une rigidité, là où je vois une aspiration plus forte à la flexibilité. Donc définir arbitrairement, de très haut, qu'il faut arrêter de bosser à ce moment-là, et d'appliquer cette règle à tout le monde de manière égalitaire ne me paraît pas vraiment être la réponse aux défis qu'on voit sur la flexibilité. J'ai aussi un sujet autour de la déconnexion. C'est-à-dire, je pense qu'il faudra qu'on en discute de ce qu'on entend par déconnexion. Oui. Parce que d'ailleurs, on le voit dans l'étude à la fin, notamment dans les futurs désirables. Il n'y a pas d'attente spécifique à séparer à ce point les temps de connexion, de déconnexion, voire même de semaines, de week-ends, etc. On voit que ça ne dérangerait pas s'il y a la liberté d'organisation. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 ans, dans notre enquête internationale, sur cette question sur vie privée, vie professionnelle, on s'est aperçu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait interrogé des métropolitains de 5 grandes villes dans le monde. Donc, il y avait Londres, Amsterdam, Paris, Seattle, San Francisco et Singapour. Et sur cette question, est-ce que vous devez faire des efforts pour séparer votre vie privée de votre vie personnelle? Tous les autres métropolitains vraiment disaient oui, je me bats pour séparer ma vie privée de ma vie professionnelle, sauf le francilien. Ah oui. Le francilien était celui pour qui c'était moins un problème de séparer. Donc, alors je ne sais pas ce que c'est culturel. Moi, on avait émis à l'époque effectivement l'hypothèse que peut-être que cette fameuse loi sur le droit à la déconnexion avait fait en sorte que effectivement les gens étaient plus apaisés de ce point de vue-là et ce n'était plus un problème. Mais c'était intéressant dans cette enquête internationale de voir que la France n'avait pas de problème là-dessus. Alors, dans l'étude, vous montrez aussi que le travail à domicile est largement choisi et non subi. 88% des répondants disent c'est un choix, c'est pas du tout subi. Et d'ailleurs, c'est surtout que ça leur plaît. Ils sont 88% à dire que ça leur plaît. Oui, oui. Parce que normalement, le télétravail, c'est sur la base du volontariat. Oui. Donc, voilà. Mais c'est surtout que ça leur plaît. Voilà. Oui, mais certains, néanmoins, répondent qu'ils le subissent plus qu'ils ne l'ont choisi. Là, en l'occurrence, il est quand même largement choisi. Et d'ailleurs, vous parlez dans ce chapitre-là de désir de liberté d'organisation. Et j'ai même rajouté ou la maison mieux que le bureau, point d'interrogation, parce que on voit on va le voir à l'écran, un souhait pour plus de télétravail. 65% des actifs aimeraient pratiquer plus souvent le télétravail. Ça monte très haut chez les managers, et ça monte très haut chez les télétravailleurs hebdomadaires, et aussi, ça monte plus haut chez les moins de 35 ans. Et d'ailleurs, on voit qu'il y aurait une préférence pour aller jusqu'à 2,5 jours. Alors, Kevin va me dire « c'est pas un nombre de jours exact. » Mais en tout cas, il y aurait envie de passer de ces 2 jours à ces 2,5 jours en dehors du bureau. Et si possible, lundi, mercredi, vendredi. Possible, voilà. Non, mais ça apparaît dans une slide. Ah oui, voilà. Voilà. Alors, mieux encore, on va le voir juste après, il y a même une préférence pour la maison quand il s'agit de s'investir pleinement dans ses tâches. Alors là, quand même, pour moi, c'est une surprise. Je sens que je peux pleinement m'investir dans mes tâches, mes fonctions, ma mission. Quand je suis au bureau, d'accord, 79%. Quand je travaille à la maison, d'accord, 85%. Et ce que je remarque, c'est que les tout à fait d'accord sont particulièrement plus nombreux quand il s'agit de travailler à la maison que quand je suis ils sont au bureau, au deal. Comment est-ce qu'on analyse ce résultat? Mais ça rejoint ce que disait Kevin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille sur l'activité des gens, clairement, quand on dit m'investir dans mes tâches, donc vraiment dans ma mission, dans mes fonctions, effectivement, ils le font peut-être mieux chez eux parce qu'ils ne souffrent pas du bruit, parce qu'on verra aussi que dans l'enquête, reste toujours ce problème de l'acoustique et de la difficulté à s'isoler. Donc chez eux, a priori, ça a l'air d'être plus efficace pour pouvoir bien travailler. Et puis, aussi, peut-être aussi, ils ressentent moins la pression du N+1 quand ils sont chez eux. Ils sont moins interrompus aussi, c'est ça. On peut être interrompu
plus par un mail, par un coup de fil, mais quand même, quand on est dans les bureaux, effectivement, il y a aussi toute cette communication informelle qui est sympathique, mais qui fait qu'on n'arrive pas à avancer sur son dossier, alors que chez soi, effectivement, comme tu le disais, Kevin, on est dédié à cette tâche pour laquelle on a besoin d'être concentré, et la maison s'y prête mieux. Est-ce que Kevin, il n'y aurait pas aussi, puisque je l'entends de plus en plus, ce phénomène, les anglo-saxons sont toujours très forts pour mettre des expressions sur certains phénomènes comme ça, ils appellent ça le desk bombing, c'est-à-dire on est sans arrêt interrompu au bureau, et c'est vrai que c'est compliqué de se concentrer parfois. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça aussi dans ce résultat-là ? C'est incontestable. Mais ça fait des années que ça, on le sait, c'est pas nouveau, ça date pas du Covid. C'est vrai. Donc ça, c'est intéressant de se dire qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui se plaignaient de ces conditions de travail. Il y a eu des initiatives workplace intéressantes, vous savez, ces fameuses salles de silence qui avaient été mises en place, qui étaient une réponse intéressante pour ça. Ça change pas tout, mais c'était déjà une tentative de répondre à ça. Le domicile se trouve être quand même un espace privilégié, à sa main, quand même, il faut se le dire, pour justement opérer le mieux possible, notamment les tâches de production. Ça, c'est très clair, c'est incontestable. Les tâches de production individuelles sont nettement plus efficaces, faites à la maison, on n'est pas dérangé, etc. Odile l'a dit, le panoptisme, vous savez, ce sujet de dire l'œil qui voit tout, mon manager, bien sûr, mais aussi mes collègues, peut créer des inhibitions chez les gens. Et donc, le fait d'être finalement totalement libre de ce qu'on fait peut générer un gain de productivité, un gain de motivation, un gain d'engagement. C'est aussi très clair. Moins de stress aussi. Évidemment. Je pense qu'on retrouve, à mon avis, de ça dans ce résultat. Mais il y a autre chose. C'est que, et je rejoins tout à fait ce qu'Odile a dit au tout début, c'est qu'il y a le lieu, mais à côté du lieu, il y a le temps. Et quand on est chez soi, on est maître de son temps. On n'est plus assigné à résidence quand on vient au bureau. Le problème quand on vient au bureau, et je vous dis, c'est une angoisse que j'ai personnellement, donc je peux la partager très clairement, c'est que je me sens coincé. Je dois venir, je ne peux pas arriver plus tard qu'à 10h, ça ne se fait pas. Et je suis obligé de rester jusqu'à au moins 5h30, 6h, sinon on va me regarder du coin de l'œil et j'aime pas ça. C'est idiot. Et évidemment, chez Ubisoft, on a essayé de faire sauter ces digues, c'est important. Mais vous voyez, ça crée quand même quelque chose. Peut-être qu'à 14h ou à 15h, j'aurais été mieux en train de faire un running, de faire quelque chose d'autre pour m'oxygéner l'esprit et puis revenir sur mon bureau plus tard. Et travailler un peu plus tard. Chose qui est beaucoup plus difficile à faire au bureau parce qu'on est toujours plus ou moins espionné, plus ou moins guetté. En tout cas, on est sous le regard des autres. Et bien, c'est ça. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors, autre enseignement que j'ai trouvé aussi particulièrement surprenant, vous mesurez le degré de satisfaction sur plusieurs items selon le lieu de travail. On va le voir à l'écran. Et là, surprise, le domicile arrive devant le bureau sur les conditions de travail, l'ergonomie et le confort. À égalité avec le bureau s'agissant du mobilier et de l'aménagement, Valérie. Il n'y a que sur la place disponible qu'il y a un petit écart en faveur du bureau. Et alors évidemment, là, je me tourne vers Valérie. Comment expliquer cela ? Est-ce que c'est finalement pas les beaux sièges sociaux qui cachent un peu la forêt de bureaux pas très beaux ni très confortables ? Est-ce qu'il y a vraiment un problème de bruit ? On en a parlé, de nuisance, d'inconfort dans les bureaux. Est-ce qu'on vous demande d'intervenir sur ces sujets ? Alors oui, déjà, le premier point qui était dans le périmètre de l'enquête, c'est sûr qu'on a beaucoup de répondants qui sont dans des petites entreprises, beaucoup qui sont en région, oui, on c'est a vu, 80%. Voilà. Donc les beaux sièges sociaux cachent peut-être effectivement un peu la forêt, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et c'est vrai que les salariés viennent au bureau pour voir leurs collègues. Maintenant, il faut aussi supporter un peu les collègues. Et on vient faire du lien social, ce qui implique qu'il y a un peu plus de bruit. Donc on nous demande de traiter l'acoustique. Et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, dans leurs projets, et c'est chouette pour nous, mettre un peu plus de valeur aussi dans l'aménagement et dans le mobilier. Donc on a des mobiliers qui sont de meilleure qualité, qui sont plus acoustiques, qui sont plus ergonomiques. On attend des bureaux qui se règlent en hauteur, parce qu'à la maison, on est peut-être coincé sur une chaise en plastique, on ne bouge pas, on est sédentaire. Alors ça, c'est vrai que au bureau, on a envie de bouger. Le bureau réglable en hauteur, on était en retard en France. Hein, non, oui, très en retard. Aujourd'hui, c'est quasiment un bureau sur deux qui se règle en hauteur, assis debout, pas seulement un réglage. On a aussi des gammes appropriées au home office, au bureau à la maison, qui se règlent en hauteur, mais là, financièrement, ça coince. Puisque les salariés ne peuvent pas forcément se l'offrir et l'entreprise doit cotiser.
Donc, il y a cette partie-là, et aujourd'hui, oui, on nous demande et on propose des mobiliers qui sont plus diversifiés, qui répondent vraiment à l'expérience utilisateur quand il va arriver. Donc, je peux m'isoler, je peux partager, je peux déjeuner avec les autres, et mon mobilier suit et répond aux normes, et est confortable. On fait très attention, plus qu'avant, à la décoration intérieure, aux finitions, aux couleurs, au fait qu'il y ait du bois, enfin voilà. Il y a un peu de la maison au bureau aussi. Oui. Donc plus confortable quand même, c'est ce qui est demandé, et plus modulable aussi. Ouais, plus modulable, en tout cas plus reconfigurable, parce que modulable, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas qu'on puisse le reconfigurer, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une salle de réunion un peu figée qui va être... bon, avec le télétravail, on voit bien que les plateaux sont vides, donc les salles de réunion, pas forcément. Donc des choses qu'on peut reconfigurer pour faire, je ne sais pas moi, un groupe projet, un déjeuner... un rendez-vous, voilà, des choses qui bougent plus facilement et qui sont toujours connectées. Oui, alors quand même, l'ergonomie, moi je trouve quand même que ergonomie, confort, espace de travail, le domicile qui arrive avant le bureau, oui, mais là tout de même. Hein. Oui, mais ça, c'est quand on demande aux gens, ils sont tellement contents d'être chez eux. Ben oui. Peut-être qu'il y a un biais, tu penses? Mais bien sûr, il y a un biais, c'est-à-dire qu'en fait, ils idéalisent. Ils ont cette liberté de s'organiser comme ils veulent dans le cadre de la journée. Et du coup, ils disent non, mais chez moi, c'est parfait. Mais bien sûr que ce n'est pas parfait. Parce qu'il y a une autre slide, je ne sais plus où justement, ils souhaitent avoir beaucoup plus d'ergonomie chez eux. Rares sont les gens qui ont vraiment un poste de travail confortable et ergonomique. Mais ils idéalisent tellement cette liberté de pouvoir s'organiser l'emporte. Et ils se disent, bah non, chez moi, c'est formidable. Un petit mot, tiens, Odile, sur les hôtels. Parce que là, on voit hein, sur cette slide, ils arrivent derniers partout. Alors, les conditions de travail, la qualité du mobilier, la place disponible, l'ergonomie, c'est tout en dessous, le dernier. Oui, et c'est normal, parce qu'en ce moment, on a vécu, ces dernières années, les hôtels ont vécu une telle transformation, notamment pendant ces années de pandémie, qui sont encore en train de se chercher, de tester. On n'a pas encore de solution idéale parce qu'il y a une multitude d'usagers à l'hôtel et il va falloir combiner tout ça. Et c'est pas simple pour un hôtel parce qu'il leur reste quand même une clientèle d'affaires, moins importante qu'avant, mais elle existe toujours. Il y a la clientèle de tourisme, il y a maintenant la clientèle du télétravailleur et il y a aussi la clientèle de l'entreprise qui vient de plus en plus avec ses équipes pour bénéficier justement de cet accueil particulièrement, dont c'est le métier de l'hôtellerie, l'accueil hospitality de l'hôtellerie, ils savent très bien faire. Donc, voilà, alors effectivement, ils font des allers-retours. Je disais tout à l'heure avant cette interview qu'à un moment donné, on avait demandé aux architectes d'intérieur de retirer les bureaux des chambres. En disant, maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on a des lobbies avec des tables pour pouvoir travailler, retirer. Et puis ça y est, on revient. Non, c'est une hérésie, parce qu'on voit bien, d'ailleurs dans l'enquête, que les gens travaillent beaucoup dans leur chambre. Et c'est vrai que dans les chambres, malheureusement, il y a peu de chambres qui sont équipées d'un bureau ergonomique. Oui, alors là, c'est même pire qu'à la maison. Voilà. Donc voilà, ils se cherchent, et effectivement, dans les espaces publics de l'hôtel, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment le lobby, le bon lieu pour pouvoir travailler? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils mettent plus d'alcôves, comme vous faites, Béné, dans certains espaces. On avait même, l'année dernière, on avait travaillé sur des scénarios prospectifs pour l'hôtel, et on s'est dit qu'un label workplace pouvait être quelque chose d'intéressant pour l'hôtellerie. Se dire qu'en fonction de ce que je veux choisir un hôtel où là, je sais que je vais pouvoir bosser, parce qu'on ne peut pas imposer à l'hôtel d'avoir que des chambres faites pour le travail, mais il pourrait avoir un quota comme ça de chambres qui sont vraiment faites pour des gens qui veulent avoir cette ergonomie. Donc, je pense qu'il y a des progrès à faire, et je sais que les chaînes hôtelières en ce moment sont en pleine réflexion là-dessus, mais ils sont un peu encore test and learning, quoi. Un mot aussi sur le coworking, on va le voir juste après. On voit que quand on demande, vous savez, est-ce que vous travaillez ailleurs que sur le site de votre entreprise? 44% disent au moins oui, au moins partiellement en dehors de mon entreprise. On voit que majoritairement, ils vont d'ailleurs dans les hôtels, les restaurants, les cafés, chez leurs clients, dans les transports en commun.
et seulement 7% disent travailler dans un espace de coworking. C'est finalement peu comparé à tout ce qu'on entend sur le coworking, ce phénomène, etc. Non qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as analysé ce résultat? Alors, je sais que dans l'enquête 2019, les espaces de coworking n'étaient pas bien notés en termes d'ergonomie, justement, de confort. Je me souviens très bien de l'enquête il y a 4 ans. Donc, il y avait effectivement ce manque de confort, ce manque aussi, de la même manière que dans les bureaux, ils souffraient effectivement du bruit et la difficulté à pouvoir s'isoler dans un espace de coworking. Donc peut-être que les conditions d'aménagement ont évolué dans les espaces de coworking, mais je sais qu'il y a 4 ans, effectivement, c'était pas le lieu dans lequel... Est-ce que ça peut être une histoire de coût? Incontestablement. Oui. Vous utilisez, vous, par exemple, chez Ubisoft, les espaces de coworking? Pas du tout. Non, parce qu'on a des logiques de confidentialité, mais qui sont très, très partagées par beaucoup d'industries, en fait, quand vous réfléchissez. Et autant imaginer un coworking appartenant à Ubisoft dans une zone dans laquelle on aurait beaucoup de résidents, ça peut tout à fait s'imaginer. Mais je pense qu'il y a assez peu d'entreprises qui aujourd'hui ont envie d'envoyer leurs collaborateurs dans un coworking parce qu'elles cherchent à protéger leurs données. Et que ça leur paraît un petit peu une hérésie finalement, sachant qu'elles payent des bureaux. Pourquoi ils iraient payer des bureaux privés ailleurs? Ça ferait assez peu de sens. Je pense que l'équation elle est économique. En revanche, pour les indépendants, ça reste une solution tout à fait souhaitable. D'ailleurs, on voit qu'elle s'est structurée, cette offre. Quand on regarde en 10 ans comment ce marché s'est structuré, avec d'abord un réseau d'indépendants, et puis maintenant des chaînes beaucoup plus importantes, avec des WeWork, etc. On voit que ça a pris, mais ça concerne surtout des indépendants. Troisième partie de l'étude que vous avez intitulée « À la recherche du bien-être ». Alors là encore, l'enquête laisse apparaître quelques faits assez remarquables. D'abord, tu l'as déjà signalé, Odile, une chute importante de la satisfaction vis-à-vis de la qualité de vie au travail. On va le voir, moins 10 points par rapport à 2019. Alors, elle reste quand même élevée, attention, 77% quand même, c'est quand même très élevé. On était à 87%, chiffre stalinien. Mais bon, là, malgré tout, 10 points, ça reste quand même non négligeable. Et c'est une proportion quand même que je trouve assez élevée aussi de salariés qui se disent par ailleurs, on va le voir juste après, en quiet quitting. Quiet quitting, c'est-à-dire je me désengage, je fais juste le minimum pour pas être viré. Grosso modo, c'est ça. Mais je suis quand même assez démotivé. On a quand même 42% des répondants qui disent qu'ils sont en quiet quitting. 47% chez les moins de 35 ans. Quasiment 1 sur 2. Kevin, comment est-ce qu'on peut analyser ça? Certains pourraient accabler le télétravail en disant regardez ce qui s'est passé par rapport à il y a 4 ans, la grande différence c'est le télétravail, et bien voilà le résultat, on le voit là, les gens sont démotivés, se désengagent de l'entreprise. Ils ne se gênent pas pour le faire d'ailleurs. Donc on voit un peu partout des affirmations manipulatoires sur ce fait. Et en fait, pour le coup, c'est très pratique pour eux parce que ça leur permet de trouver un coupable tout désigné et ne pas regarder les vrais sujets du désengagement, qui datent d'il y a beaucoup plus longtemps et qui touchent notamment au présentéisme, quand on parle du bureau par exemple, et c'est les logiques de présentéisme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui touchent au management toxique, qui touchent à l'abrutisation du travail mécanique, c'est-à-dire à l'application de la division scientifique du travail au travail intellectuel, si bien qu'on a mis les gens responsables de bout de process et qu'on les a complètement éloignés finalement de la vocation originelle de la problématique qu'ils doivent traiter. Du sens, finalement. Et du sens, exactement. Et on les a déresponsabilisés. Donc oui, évidemment, quand on regarde ces causes-là, c'est plus dur d'agir. Et c'est beaucoup plus facile de dire télétravail, c'est ça le problème, c'est ça qui produit de l'isolement et toutes les bêtises qu'on entend. Donc évidemment, c'est faux. En revanche, il faut quand même noter quelque chose, c'est qu'on est dans une phase de réglage et d'apprentissage par rapport à ces nouvelles façons de travailler. Et c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le fonctionnement n'est pas optimal. Il faut le noter. Qu'il y a des managers qui sont stressés par cette question de la distance, qu'il y a des employés qui effectivement vivent mal ces nouvelles routines, qui n'ont pas encore complètement reconfiguré leur vie, leur domicile. Il y a eu peut-être aussi des changements de vie personnels qui se sont produits dans cette période et qui peuvent expliquer une partie, à mon avis, de ce chiffre intéressant. Ah oui. Et puis il y a un autre point, c'est que on a parlé pendant un certain temps, vous savez, de la Great Resignation, qui n'a jamais vraiment existé. Cette fameuse grande démission aux États-Unis. Qui devrait plutôt s'appeler Great Reshuffle, donc grand remaniement, et bien en fait, il n'est pas terminé. On a vu qu'on est dans une phase de transition pour des gens qui ont utilisé la période Covid comme un moment de réflexion sur eux-mêmes et sur leurs aspirations professionnelles, et qui ont produit des nouveaux projets professionnels. On voit qu'il y a 1/3 des gens qui sont engagés dans cette démarche de grand remaniement qui n'ont pas encore mis en œuvre
leur projet professionnel. On les retrouve dans ces courriers de quitters. Oui. Ils sont là. Et donc, j'ai quand même l'hypothèse que quand cette phase de réglage vis-à-vis de ces nouvelles façons de travailler sera terminée, et quand le grand remaniement sera aussi terminé, je crois qu'on retrouvera des taux d'engagement qui sont relativement similaires à ce qu'on voyait en 2019. Ah, oui, certains qui sont un peu en attente entre deux. C'est ça. Le job qu'ils ont pour le moment et celui qu'ils aimeraient bien avoir par la suite. Ah, d'accord. Alors, on voit aussi que 45% des salariés de bureaux trouvent que leur employeur ne se préoccupe pas de leur bien-être, mais ils font désormais majoritairement le lien entre espace de travail et la santé. 57% le disent, c'est plus 7 points par rapport à la précédente édition. Ils font aussi le lien entre espace de travail et bien-être. 54% disent ça, c'est plus 6 points par rapport à il y a 4 ans. D'un autre côté, les salariés se disent plutôt insatisfaits vis-à-vis des espaces qu'ils jugent importants, notamment tout ce qui est convivialité, les extérieurs, des bulles de confidentialité. Et évidemment, Valérie, vous êtes en première ligne sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les bureaux mieux qu'à la maison en termes d'ergonomie, d'acoustique, pour changer ces résultats là qu'on a vus juste avant? Je pense qu'on a tous... Déjà, c'est une bonne nouvelle, parce que nous, ça nous ravit de voir que les salariés sont demandeurs et que les entreprises vont devoir quand même un jour aussi se poser la question au sens large. Bon, encore une fois, sur les nouveaux projets, etc., c'est le cas. Je ne pense pas que la question posée sur des grands sièges parisiens qui ont été faits depuis Covid, on ait la même problématique. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que les fabricants de mobilier ont des solutions, ont des produits qui, par rapport au bien-être et à la santé au sens premier, sont éco-conçus. Enfin, on fait très attention aux postures de travail, aux matériaux, au fait qu'il n'y ait pas de colle, au fait que... Oui. Donc tout ça, c'est bien pris en compte. Oui. Donc c'est, sur du mobilier neuf, entre guillemets, c'est évidemment bien géré. On fait extrêmement attention aussi au respect de l'environnement, en utilisant de plus en plus de matériaux recyclés. Donc maintenant, il y a des plateaux qui sont recyclés à 100%, alors sauf peut-être ce qu'il faut pour accrocher les petits copeaux. Mais on a, nous, des accessoires qui sont 100% en matière recyclée aussi, avec des emballages alimentaires. Les tissus sont recyclés. Bon, tout ça participe. Alors, c'est peut-être pas à la santé de la personne, mais bon, quand même, à terme, on parle de notre santé à tous. Oui, donc il y a l'éco-conception. Voilà, tu me disais aussi que de plus en plus, faites aussi des mobiliers qui luttent contre la sédentarité. Parce que ça aussi, c'est un sacré fléau. Ça, pour la santé, c'est important. C'est-à-dire que de venir au bureau, bon, déjà, on fait l'effort de se déplacer et on bouge un peu plus. Enfin, moi, je ne supporte pas être à la maison parce qu'on fait 3 mètres dans la journée. Sauf à s'obliger à sortir, mais finalement on culpabilise un peu, donc on ne sort pas parce qu'on peut être joignable. Bloquer des plages de temps dans votre agenda pour le sport. Ouais, c'est ça. Ça marche à 100%. Hein. Pas sûr que ça marche toujours. Ouais, peut-être pas que ça marche toujours. Non, mais bon, il y a aussi après, donc il y a ça, et puis il y a aussi tout ce qui tient au bien-être, mais qui n'est pas palpable. C'est-à-dire, il y a le côté des formes, c'est-à-dire qu'on travaille aussi sur des formes pour les rangements, pour les bureaux, pour les espaces collaboratifs qui sont plus douces, plus organiques. Il y a plus de verdure dans les espaces de travail. Donc maintenant, tout est prévu pour pouvoir mettre des vraies fleurs et pas des fleurs en plastique, enfin des plantes en plastique. Donc il y a tout ça. Il y a le fait de personnaliser ce qu'on appelle l'expérience utilisateur en offrant une grande diversité d'espaces. Donc des espaces pour communiquer qui vont être soit des grandes tables, soit effectivement des côtés plus lounge, etc. Donc la diversité, la personnalisation de chaque espace est très importante. Est-ce que vous travaillez sur ce qu'on a vu tout à l'heure, des espaces de retrait, ce que j'appelle les espaces de retrait, on parlait tout à l'heure de bulles de confidentialité, d'alcôves, d'espaces de silence, de bibliothèques. Est-ce que... parce que finalement, ces bureaux, on dit, deviennent de la convivialité, de la cohésion, etc. Mais ça fait beaucoup de bruit, du coup. C'est ça. En fait, il faut vraiment équilibrer. Il faut vraiment équilibrer, c'est-à-dire qu'on met plus de tissu, on met plus de mousse dans toutes ces... C'est aussi pour ça que le mobilier de qualité, entre guillemets, est plus acoustique, c'est-à-dire qu'il coûte cher, mais bon, il y a de la mousse, il y a des tissus qui absorbent aussi un peu, alors que si on se fait des alcôves avec 3 planches, ça va résonner, etc.
etc. Ouais. Donc oui, on travaille énormément sur des développements de gamme, sur des alcôves, sur des box. Pas forcément des toutes petites box, parce que le format cabine téléphonique... le cubicle américain, là. Oui, voilà, non plus. Ouais, non, parce que c'est trop figé, en fait. Et aujourd'hui, on a besoin de choses qui bougent davantage. Donc, non, voilà, je ne suis pas très inquiète. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a l'envie, la volonté de réfléchir aux aménagements et de faire quelque chose, l'offre est là et il y a vraiment des concepts qui ont été conçus pour répondre à ces enjeux de satisfaction. Compris. Alors, autre résultat important au deal, les salariés interrogés répondent massivement, à 72%, on va le voir ici, que pour leur donner envie de revenir au bureau, il faut que le bureau soit mieux qu'à la maison. Ah ben, remarque, c'est très sensé comme réponse. Mais en quoi est-ce qu'il doit être mieux? Est-ce que tu as des précisions? Alors, ils disent aussi à un autre endroit dans l'étude qu'effectivement, ils aimeraient que ce soit plus ergonomique chez eux. Donc, ils ont quand même conscience. Enfin, ils sont un peu en contradiction parce qu'ils disent que tout va bien quand ils sont chez eux, ils travaillent très bien. Ouais, c'est formidable au niveau ergonomique. Mais ils sont quand même conscients que c'est pas idéal. Et ça, parce qu'ils ont eu la chance d'aller dans des entreprises où il y avait effectivement des aménagements très bien faits. Ils sont conscients que quand même, pour travailler, le bureau offre maintenant, c'est ce que vient de dire Valérie, une qualité d'aménagement et surtout un confort, que ce soit en assise ou avec les bureaux qui montent et qui descendent. Voilà, donc ils sont conscients de ça. Mieux qu'à la maison aussi, c'est le bureau, c'est quand même l'endroit où justement on revient à la slide sur la commensalité. C'est là où on retrouve les autres et on peut partager avec les autres. Certains salariés disent « mais attendez, moi je n'ai qu'une envie, c'est revenir au bureau parce que dans mon entreprise, j'ai un restaurant avec au moins 3 types de menus que je peux choisir. » Le restaurant, ça compte. Hein. Eh bien oui, et ça chez eux, malheureusement, ils n'ont pas cette qualité. Donc voilà, c'est ça mieux qu'à la maison. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le bureau doit devenir un lieu essentiellement pour le partage, pour la convivialité, bon, aussi pour le travail en équipe. Parce que ça, effectivement, on ne l'a pas chez soi. On l'a pas chez soi. Kevin, j'entends beaucoup, certains grands patrons, surtout aux États-Unis maintenant, hein, ça y est, après avoir prôné le tout télétravail, il faut que tout le monde revienne au bureau. Est-ce que ça doit être un sujet de dire il faut revenir au bureau, il faut que le bureau soit mieux qu'à la maison, il faut, voilà, il y a une injonction? Non, certainement pas. Je pense que c'est vraiment faut bien comprendre que ce qui se passe aux États-Unis, hein, c'est utilitariste. Ils ont fait, la plupart des boîtes qui ont fait ça, le font dans une logique de faire de l'attrition naturelle parce qu'elles vont pas très bien et qu'elles sont très contentes de pouvoir utiliser ça comme un moyen de faire partir des gens qui avaient besoin de cette flexibilité, à qui on l'avait accordé. En plus. Et à qui on avait dit tu peux partir dans une autre ville. Et du jour au lendemain, bah non, il faut que tu reviennes. Bon, je dis que les entreprises qui font ce pari-là maintenant vont s'en mordre les doigts dans quelques années. Il faut se rappeler qu'en 2024, les prévisions macroéconomiques nous annoncent un retour au marché de l'emploi similaire à ce qu'on a vu post-Covid en 2021. Donc largement favorable aux employés et donc de nouveau dans une course guerre des talents, etc. S'ils reviennent comme une fleur en disant oui, on te donne du télétravail, pas de souci, les gens ne les croiront pas. Et bien sûr. Parce qu'ils sont revenus dessus une fois. Donc, juste la petite parenthèse. Maintenant, la manière dont il faut le traiter, c'est l'inverse de ce que moi j'appelle le complexe de Dieu. Le complexe de Dieu, c'est que dans notre tour d'ivoire, dans notre entreprise, en tant qu'employeur, à 20 ou 25 strates hiérarchiques au-dessus des équipes, on sait mieux que nos équipes ce qui est bon pour elles. C'est ridicule et absurde, on le sait bien. Donc il faut casser ce complexe de Dieu qui est confortable pour un dirigeant, mais qui ne repose sur aucune réalité technique, et au contraire profondément décentraliser la décision et les discussions dans les mains des équipes. C'est à ce niveau-là qu'on sera en mesure de déterminer les meilleurs modes de gestion. Nous, on est là, je dirais, au global, pour donner des outils et vraiment les fondations de la maison. C'est vraiment ça. Mais la décoration, l'agencement des pièces, ça doit appartenir à l'équipe. Et pour ça, il y a un tout petit truc très simple qui s'appelle la concertation et qui fait qu'en accompagnant le manager, en lui donnant des clés pour animer justement des ateliers avec son équipe, pour faire vivre ce débat, en disant moi je suis jeune parent, j'ai besoin d'avoir des matinées plutôt libres pour accompagner mon enfant à l'école. Et moi je suis neurodivergent, j'ai besoin de me concentrer plus efficacement à la maison. Et moi je suis ci, et moi je suis ça. Les gens parlent. Et ce qui se passe, c'est qu'ils trouvent un consensus dans 97% des cas. Oui, dans 3% des cas, il y a des gens qui vont râler. Et nous dire, oui, mais c'est pas égalitaire, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. On pourra gérer ça à la marge. Concentrons-nous sur les 97 et pas sur les 3. Concertation et test and learn. Odile en a parlé. Essayons. Quand une bonne idée surgit, quand un sujet apparaît,
eh ben on le prend, on le regarde de manière agnostique, on le teste à petite échelle. Si ça marche, tant mieux, on élargit. Si ça marche pas, tant pis. Faut faire du sur-mesure alors. Toujours. Et c'est aussi vrai dans le mobilier. Et il faut, j'imagine, accompagner les managers dans cette démarche parce que c'est pas forcément ce qui naturellement se faisait jusqu'à présent. Il y a un sujet de formation. Faire du sur-mesure, salarié par salarié, bon, oui et non, hein, en vérité, sur le terrain, ça se faisait déjà obligé. Un petit peu, oui. Voilà, mais l'entreprise a plutôt tendance à édicter des règles standards pour tout le monde. Hein. On a vu juste après le Covid, même pendant, une grande entreprise française décider du jour au lendemain que tous les salariés allaient avoir X jours, toc, comme ça, et tout le monde. C'est vrai que là, on est dans l'inverse. Oui, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'il faut faire l'inverse. Parce que ça ne vous permet pas de trouver les bonnes solutions par rapport à ce que les gens font, ni à ce que les gens sont. Et en fait, c'est vraiment l'articulation entre les deux qui doit se trouver et se penser. Elle est complexe. Et pour la faire émerger, il n'y a vraiment que la concertation qui permet d'y arriver. Donc il faut vraiment ouvrir les chakras le plus largement possible et se donner quelques garde-fous quand même, parce qu'on appartient à un projet collectif qui répond à des règles communes qu'on doit choisir ensemble. Et ça, c'est la mission du COMEX, clairement. Mais ça tient en 4 lignes, pas plus. Alors, dernier point sur les futurs désirables. Vous avez appelé ça, voilà, les futurs désirables au travail. Et bon, alors, de façon relativement attendue, les salariés de bureau ne souhaitent pas un retour au 100% présentiel, se voient travailler plus depuis l'endroit de leur choix, 66% d'entre eux, 71% même chez les moins de 35 ans. C'est quand même 71%, hein, 7 sur 10. Hein. Voilà. Ils se voient bien aussi ne plus avoir d'horaire fixe du tout. Ça, je l'entends de plus en plus revenir. Bénéficier d'une semaine de 4 jours. Vous avez testé cette fameuse semaine de 4 jours. Alors, vous avez testé la semaine de 4 jours à 32 heures. Il faut préciser que ce n'est pas non plus n'importe quelle semaine de... Et là, ils sont 68% à dire qu'ils verraient bien ça s'installer d'un bon œil. Hein. Ils sont même à 84% à dire que l'entreprise devrait donner la priorité au bien-être. Une réaction, Odile ? Oui, ça confirme ce désir très fort de pouvoir disposer de son temps comme on le souhaite. C'est cette demande de liberté dans son organisation, notamment hebdomadaire, mais pas que, mais surtout hebdomadaire de son temps. C'est vraiment, je veux m'organiser comme je veux. Voilà, je veux aussi travailler où je veux. Enfin, voilà, mais c'est une aspiration très forte, effectivement, à plus de liberté dans l'organisation de son temps. Kevin, on pourra pas l'éviter cette semaine de 4 jours. Quand je vois monter de tous côtés les expérimentations, voilà, les débats bien sûr aussi, mais là quand on voit, c'est Alain Diribarne qui disait ça, hein, quand il y a une tendance sociétale de fond très forte, une aspiration très forte, on peut rarement y échapper. Et y compris de la part des managers, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi une surreprésentation, non, peut-être pas une surreprésentation, mais les managers sont aussi très demandeurs de cette semaine de 4 jours. Alors c'est vrai, je ne sais pas si on pourra y échapper ou pas, je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas. En revanche, ça dit quelque chose d'une aspiration plus générale qui, à mon avis, celle, comme le décrivait Odile, d'une aspiration à reprendre son destin en main. C'est vraiment ça qu'il y a derrière. Plus qu'à la flexibilité, c'est vraiment à la liberté. Et donc, je veux pour preuve d'ailleurs la stat de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie il y a 1 an et qui montre que la place du travail est considérée comme très importante en 1990 par 60% des Français. Aujourd'hui, 24%. Et c'est ça que ça dit. C'est que le télétravail, l'absence d'horaire fixe, la semaine de 4 jours sont des manifestations de cette relativisation finalement de la place que le travail doit occuper dans la vie pour le remettre à une juste place. Mais par contre, je voudrais quand même alerter sur le fait que ce n'est pas nécessairement une aspiration au moins travail. Contrairement à ce qu'on peut entendre un petit peu ici et là en disant les gens veulent moins bosser, on incrimine souvent les jeunes d'ailleurs, en disant les jeunes ne veulent plus bosser, c'est pas vrai. Je pense que c'est assez faux. Je pense que c'est une aspiration au mieux travail. Toutes les entreprises qui ont fait ces expérimentations sur la semaine de 4 jours, par exemple, vous le diront très bien. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. On passe pas de 5 à 4 comme ça du jour au lendemain. Ça suppose de travailler sur nos rituels, sur nos réunions, sur ce qu'on accomplit collectivement, sur notre efficacité individuelle et collective. Et que c'est ce processus qui au final rend possible la semaine de 4 jours. Donc moi je le trouve très intéressant, et au-delà de prendre la semaine de 4 jours comme un totem ou une cible vers laquelle il faudrait absolument aller, regardons plutôt de manière plus large l'éventail des solutions qui peuvent exister pour flexibiliser, personnaliser, libérer le travail finalement, parce que je crois que c'est ça qui se joue derrière. J'aime mieux ça
qu'une solution univoque, uniforme, qui serait la semaine de 4 jours, et qui finalement créerait peut-être plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Ouais. Alors, on voit, les salariés français disent aussi, donc, on va le voir à l'écran, qu'ils aimeraient que les entreprises donnent la priorité au bien-être des salariés. Ils sont 84% à le souhaiter, ils sont que 53% à le penser probable. Hein. Donc, voilà, ils attendent quand même encore de voir. Alors, Valérie, ils voient aussi arriver des bureaux modulables, centrés sur le collectif, le collaboratif. Mais c'est sans grand enthousiasme. Pour le coup, ils disent c'est probable que voilà, on va avoir de plus en plus de bureaux modulables, mais c'est pas forcément ce qu'ils souhaitent le plus. Est-ce qu'on se trompe, à ton avis, en allant dans ce sens? Non, je pense qu'on se trompe pas. Et moi, j'ai plutôt l'impression que les salariés sont en attente de ça. C'est-à-dire que dans l'idéal, ils sont à la maison, ils sont bien équipés à la maison. Alors peut-être faut-il leur donner le moyen d'être mieux équipés, parce qu'ils demandent qu'on prenne en charge toute la connectique chez eux, etc. Et je pense qu'ils viennent vraiment au bureau pour des occasions d'équipe, en gros, que ce soit de la formation, tu disais onboarding ou que sais-je. Donc non, on ne se trompe pas. Où on peut se tromper, c'est si on l'aborde un peu comme la fast fashion, c'est-à-dire qu'on fait un peu bricolo-bricolette, on te rajoute une petite box dans un petit coin, mais il n'y a pas beaucoup de place, alors on va pousser le canapé. Ça, oui, on se trompe. Si c'est bien géré, bien pensé, et qu'on apporte du mobilier qui répond à tout ça, on ne se trompe pas du tout. On est en plein, enfin, je pense, on est en plein dedans. C'est ça la principale erreur à éviter, selon toi? Ah oui, parce que de faire semblant, entre guillemets, de rajouter un petit canapé et une petite boîte pour faire plaisir, c'est de la démagogie. Ça ne va pas augmenter le bien-être et ça ne va pas favoriser le fait que quand ils sont au bureau, eh ben, ils sont bien, quoi, et c'est ce qu'on cherche. Et tout comme rajouter un baby-foot ou une salle d'arcade, ça fait du bruit pas les gens heureux. Non, clairement. C'est des sparadraps. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on en parlait ensemble, Odile, où on disait que peut-être l'employeur, ne sachant pas trop comment aborder le sujet, parce que l'organisation du travail, c'est très vaste, de ce qu'on entend chez Ubisoft, peut-être qu'il surorganise un peu des trucs en pensant que c'est du bien-être, quoi. Donc effectivement, le baby-foot ou des choses comme ça, c'est possible. Très bien, eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà, il faut éviter le baby-foot. Il faut sublimer nos espaces de travail. Le baby-foot, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si possible, le baby-foot en extérieur. Ça marche bien. Ah oui, d'accord. En outdoor. Ouais, tu perds la baballe, ça va pas. Oui. Okay. Merci beaucoup, Odile. Merci Valérie. Merci Kevin. Voilà, c'est sur ces paroles que nous allons conclure ces échanges. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine table ronde. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.